Bonjour à tous. Voilà donc une table ronde avec les représentants des groupements de pharmaciens et l'ANEF, donc les étudiants en pharmacie, j'ai commencé par eux, donc Antoine Leroyer, qui est le président de l'ANEF, Valentin Legrand-Sourdillon, qui lui est vice-président de l'ANEF, Laurent Filoche, président de l'UDGPO, Alain Grelot, président de Fédergie, et Jean-Baptiste de Couture, président du groupement GIFAR. Donc, merci d'abord d'être présent et d'échanger avec les pharmaciens dans le cadre du e-congrès. Donc, moi, j'avais envie de vous poser une première question à tous les cinq. Comment vous trouvez l'évolution du métier depuis les trois dernières années? Est-ce que pour vous, ça correspond à une mutation qui était absolument indispensable? Est-ce que l'orientation qui est prise plutôt vers le patient est une orientation qui permet de dégager des perspectives pour l'avenir? Ou est-ce qu'au contraire, ça ne vous convient pas du tout? Alors, Alain Grelot, tu es le premier à intervenir, donc le président de Fédergie. Donne-nous ton sentiment et ta réflexion par rapport à cette évolution du métier, ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Je dirais que, tout d'abord, bonsoir à tous. Je dirais que c'est une belle évolution de la pharmacie, que le pharmacien professionnel de santé ait pris le pas sur le côté commerçant. Je trouve que c'est beaucoup plus valorisant, c'est beaucoup plus important aux yeux des patients, et on le voit surtout depuis un an avec le Covid, la place que le pharmacien d'officine a prise est majeure, importante, indispensable. Et je pense que pour les jeunes étudiants, puisqu'on a une table ronde avec les étudiants, ça doit leur donner envie et ça doit les renforcer dans leur choix de dire c'est bien d'avoir fait pharmacie. Parce qu'effectivement, on a vécu une période, nous les plus anciens, où la dérive de la pharmacie était plutôt sur le côté commercial. Et on s'est aperçu que c'était pas forcément la bonne voie. Et il y a encore des ersatz, si je puis le dire comme ça, qui restent, puisqu'on s'est fait traiter d'épicier à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Et je trouve que le ministre de la Santé a bien recadré ce député, et ça prouve que dans l'esprit des patients, des consommateurs, ce côté épicier n'était pas très valorisant. Et bien évidemment, depuis quelques mois et depuis maintenant 2-3 ans, ce tournant, ce virage qui a été pris par la pharmacie d'officine est une très belle chose. Et je pense qu'il faut continuer et faire en sorte que le pharmacien professionnel de santé s'inscrive de plus en plus vis-à-vis de son métier, par rapport aux pharmaciens de recours, par rapport à ce professionnel qui est à l'écoute, qui reçoit sa patientèle sans rendez-vous, c'est important, et qui, grâce à son organisation, grâce à la pharmacie qui s'est vraiment bien maillée au niveau du territoire, et ça c'est majeur, de pouvoir couvrir l'ensemble du territoire, montre qu'on devient quasiment indispensable. On l'a vu au travers de la distribution des masques, on l'a vu avec les tests et on le voit maintenant avec la vaccination Covid, puisqu'après 15 jours, sans vouloir faire offense à nos amis médecins, mais ils ont fait la preuve qu'ils n'étaient pas organisés, qu'ils ne pouvaient pas répondre à la demande de l'État. Et très rapidement, comme par hasard, la HAS, au bout de 8 jours, dit qu'il faut ouvrir la vaccination aux pharmaciens, aux infirmières, aux sages-femmes et effectivement aussi à tous les vaccins anti-Covid pour les pharmaciens. Donc ça, je trouve que c'est une très belle victoire, hein, puisque je crois que c'est le travail de l'ensemble, des syndicats. Gilles, tu y as sans doute participé, sûrement participé. Et aujourd'hui, je me félicite du tournant pris par la pharmacie d'officine. Merci Alain. Toi, Laurent, alors ton sentiment sur ce qui s'est passé sur les 3 dernières années, est-ce que on est sur une rampe de lancement ou au contraire, on est en train de stagner? Donne-nous ton sentiment et ton regard de président de groupement. Alors écoute Gilles, moi je suis comme Alain très satisfait de l'évolution du métier. Hein, je pense qu'on est vraiment parti sur des bons rails. La crise Covid a été un accélérateur très puissant, hein, pour nous tous. Il a montré donc la montée en compétence du pharmacien et surtout les nouvelles missions qui nous ont été données sont des missions qui comptent.
Ce sont des missions qui sont d'intérêt public, d'intérêt général. Ce sont des missions qui changent le regard des patients sur nous. Ça a été la vaccination avant le Covid, ça a été les tests antigéniques, ça sera la vaccination anti-Covid dans quelques jours. Donc, vraiment, on est passé d'un rôle d'épicier de luxe, entre guillemets, puisque, ou de pousseur de boîte, pour reprendre une image qui avait cours il y a quelques années, à un vrai rôle de professionnel de santé. Et je crois que la plus grande avancée qu'on a connue ces 3 dernières années, c'est que tout le monde nous reconnaît maintenant comme professionnels de santé et pas simplement comme marchand de boîtes de médicaments. Et ça, c'est quelque chose qu'on vous doit au syndicat, il faut le dire, à toi, Gilles, en particulier. Et c'est un tournant qui va insuffler, je pense, un dynamisme à notre profession qui en avait d'une part besoin et va nous permettre d'aborder les échéances futures de la plus belle des manières. Merci Laurent. Jean-Baptiste, ton regard, toi aussi. Oui. Bonsoir à tous. Oui, mais je suis assez en phase avec Laurent et Alain. Ça renforce l'idée du pharmacien en tant qu'acteur de premier recours. Je voudrais insister sur la proximité du pharmacien aujourd'hui. On a quand même eu l'obligation à l'époque, effectivement, d'avoir un maillage territorial. Et aujourd'hui, on profite effectivement de ce mode de fonctionnement aujourd'hui. On est bien répartis au niveau national et ça renforce aujourd'hui la position du pharmacien en tant que pivot. Maintenant, on le voit aujourd'hui donc avec la vaccination anti-grippe, on le verra peut-être demain avec la vaccination contre le Covid. Moi, je vois les 3 dernières années comme un tremplin. Il faudra pas oublier le pharmacien. À l'issue, on va dire, quand on aura enfin gagné, moi je reste toujours rester positif par rapport au Covid, quand on aura gagné la bataille, parce qu'il y a beaucoup d'autres pathologies dans lesquelles le pharmacien a aussi besoin, on va dire, peut montrer aussi toute sa compétence. Je pense par exemple au diabète, où aujourd'hui on a une pandémie mondiale qui arrive et la France en fera sûrement partie, le cancer, et effectivement il va falloir de ce tremplin-là, on va dire qu'il va un effet de ciment qu'il va falloir faire pour dire que finalement le pharmacien est indispensable dans chacune, on va dire, des pathologies existantes et prochaines. Et ne pas oublier que les phases aujourd'hui, que la vaccination anti-grippe, etc. N'oublions pas le pharmacien aussi dans le cadre de la suivi de l'observance. Voilà. Et donc je vois ça, on va dire, comme un effet de tremplin sur l'ensemble des missions que peut exercer le pharmacien. Par contre, aujourd'hui, la rémunération, elle s'effectue aussi par le côté commerce. Aujourd'hui, Giffard, on va dire, travaille sur les deux pivots, le côté métier et le côté commerce. Il va falloir effectivement que les groupements s'activent pour pour augmenter la performance de leur pharmacie, pour que le pharmacien puisse pleinement jouer son rôle de professionnel de santé. Donc oui, c'est une très belle évolution. C'est un tremplin, mais on doit confirmer. Voilà. Si tu étais un joueur de rugby, tu disais qu'il faut transformer l'essai. C'est ça que tu es en train de dire. Exactement. Oui, merci. Oui, tout à fait. Merci, Gilles. Alors, Antoine et Valentin, vous, votre regard, parce qu'on travaille pour votre avenir, c'est-à-dire pour dessiner le métier de demain. Alors, est-ce que cet horizon vous convient, vous donne envie de faire ce métier, ou au contraire, j'ai dû me tromper de voie. Qu'est-ce que vous en pensez? En étant sincère, comme vous savez le faire. Alors tout d'abord, merci beaucoup Gilles pour l'invitation pour ce soir. Bien sûr, nous sommes très fiers de la tournure que prend le métier de pharmacien. Pour la petite anecdote, avec Antoine, on est tous les deux des étudiants en 6e année et quand on a démarré en PACES à l'époque, il y avait les choix entre pharma, médecine, dentaire. Et c'était un petit peu l'époque où l'officine était en crise et on nous disait que c'était pas une orientation sûre, une orientation certaine, ni viable économiquement. Et finalement, au bout de 6 ans d'études, on est très fiers de voir comment ça a évolué, de voir que le pharmacien d'officine a une approche de plus en plus centrée sur la personne et plus seulement sur le commerce ou le produit, comme ça pouvait nous être reproché
il y a quelques années. Puis on peut voir aussi avec la crise sanitaire que notre métier est de plus en plus médiatisé. Donc nos missions sont de plus en plus connues et nos compétences sont également reconnues. Donc on est vraiment très fiers de la tournure que ça prend. Et puis pour rejoindre ce que disait Jean-Baptiste, on peut imaginer pour d'autres pathologies que le pharmacien devienne un pilier, un pivot dans la prévention, notamment pour le diabète, pour d'autres pandémies qui pourraient malheureusement arriver, ou même pour certains problèmes liés à des médicaments, comme un sujet qui est très cher à la nef, l'antibiorésistance. D'accord. Alors, moi, ce que je voulais dire avant de continuer ce débat, je voulais faire une parenthèse et dire à tous les pharmaciens qui nous écoutent que d'abord, on travaille ensemble très régulièrement. C'est-à-dire qu'on se rencontre tous les 2 mois, groupement, étudiants, ordre, syndicats. Et que l'on a fait ça depuis maintenant plus de 3 ans. Et que quand on s'est engagé sur cette réforme, sur ce choix à la fois l'évolution du mode de rémunération, qui est un enjeu majeur, mais également les choix stratégiques d'évolution du métier, je voudrais dire qu'on l'a fait en se concertant. Alors après, chacun est dans son rôle, bien évidemment, mais ces réunions que l'on a initiées sont extrêmement intéressantes parce que justement, ça permet de confronter les points de vue avant de prendre des décisions. Et donc, bien sûr, moi je souhaite que ces réunions, malheureusement avec le Covid, soient un petit peu distendues, mais je crois que ça a été un travail efficace parce qu'on s'est enrichi dans nos réflexions, justement, de ces échanges pour pouvoir être sûr que ce que nous faisions quand nous allions signer la convention avec l'assurance maladie, eh bien que ce soit quelque chose de partagé et pas quelque chose que l'on découvre après. Et moi, je vous remercie du temps que vous passez à ces réunions parce que elles sont très très importantes pour nous, pour toute la réflexion. Et justement, c'est en faisant ça que l'on peut derrière avoir cette richesse dans l'organisation de la pharmacie, c'est que nous avons des corps intermédiaires qui fonctionnent. L'ordre, les syndicats, les groupements et les étudiants. Chacun est dans son rôle et dans un rôle complémentaire. Ce qui fait que quand on met quelque chose en place, la machine à réaliser, la machine à concrétiser, elle se met en route très rapidement parce que justement, vous prenez le relais immédiatement auprès de l'ensemble de vos adhérents et ça permet d'avoir une efficacité que l'on ne trouve pas dans d'autres systèmes de profession organisés comme la nôtre. Alors justement, donc cette année, donc sur cette évolution et l'année 2020, comment vous, au niveau groupement, au niveau étudiant, vous avez réussi à motiver, faire comprendre les défis qui se présentaient devant nous et comment vous avez contribué à faire en sorte que le maximum de pharmaciens répondent présents. Alors, je vais commencer par les étudiants. Alors, je ne sais pas si c'est Valentin ou Antoine qui veulent intervenir. Et donc, vous, comment vous avez accompagné justement ces défis sur la vaccination, sur les tests antigéniques dans votre champ d'influence et au niveau de la fac avec les enseignants, qu'est-ce que vous avez organisé pour eh bien nous permettre d'aller vite et de dire c'est pas que quelques pharmaciens qui font le boulot, c'est toute la profession qui fait le job. Bonsoir. Eh ben, du coup, merci. Enfin, à mon tour de te remercier, Gilles, pour l'invitation pour ce e-congrès. Alors, nous, comment la NEF, en tout cas, elle s'est positionnée sur toutes ces nouvelles missions et particulièrement, notamment, enfin, dans le cadre de la, enfin, pour la crise sanitaire auquel on a été confrontés, auquel les étudiants ont été confrontés. Effectivement, on a travaillé ensemble, hein, Gilles, et on a aussi travaillé avec la Fédé sur ça, mais pour les tests antigéniques et le support des étudiants, en tout cas, en renfort dans les officines, dans les laboratoires d'analyse. Ça a été très compliqué puisque au tout début, quand c'est arrivé en octobre ou en novembre, on parlait d'envoyer des étudiants sur le terrain sans formation ou avec des formations qui étaient plus que bâclées. Donc, il a fallu se battre pour ça et faire valoir le fait qu'il faille une formation et une formation pratique notamment pour les prélèvements nasopharyngés pour les tests antigéniques. Donc, c'est quelque chose qu'on a travaillé main dans la main ensemble et on a réussi à le faire et les étudiants sont partis en renfort
dans les officines et on est très fiers de ça et on continue de veiller à ce que ça se passe bien et que les contrats soient bien respectés, enfin que voilà, au niveau réglementaire, tout soit respecté, surtout pour leur sécurité notamment. Après, là, pour la vaccination qui va arriver, effectivement, on est en train de travailler dessus parce que l'objectif, c'est que les étudiants puissent aussi venir en renfort sur ces nouvelles missions, sur cette mission-là particulièrement. Pourquoi pas autoriser les étudiants de 6e année qui sont actuellement en stage en officine de vacciner contre la Covid. À terme, on pourrait même imaginer que ça soit pas autorisé que pour la Covid, mais que ça soit aussi autorisé notamment pour la grippe, qui puisse être là en renfort pour la campagne de vaccination qui fonctionne très bien, dont les patients reconnaissent l'importance et le rôle du pharmacien dans cette vaccination. Enfin, quand on voit les chiffres du nombre de vaccinations, rien que le premier jour de la campagne cette année, par exemple, c'est merveilleux que le pharmacien arrive à faire ça et voilà, ça permet une vraie valorisation de notre métier, une vraie reconnaissance de nos compétences et surtout, ça prouve qu'on est un véritable acteur de santé publique et qu'on a une place centrale dans ce système de santé. Merci. Jean-Baptiste, alors toi, comment, au niveau de ton groupement, tu as accompagné cette mutation? Qu'est-ce que tu as donné comme outil, comme clé, comme formation? Qu'est-ce que tu as réussi à faire pour que la profession se mobilise? Alors en fait, le point principal, c'est ce qu'a dit Antoine, c'est la formation des pharmaciens. Parce que, comme tu disais justement tout à l'heure, enfin, on doit effectivement, on a la volonté de marquer l'essai, donc il faut être pro. Il faut être pro dans toutes les démarches, dans tout l'accompagnement que doit faire le pharmacien dans les services santé. Et le rôle, en tout cas du groupement, c'est de maximiser le temps du pharmacien au comptoir. Et donc, ça veut dire que le groupement doit prendre toute la partie back-office, c'est-à-dire offrir des outils digitaux qui permettent, en tout cas, aux pharmaciens d'exercer ces entretiens avec toute confidentialité d'une part, et aussi avoir, comment dire, une trame assez précise pour optimiser son temps. Donc, je pense par exemple par rapport au protocole de vaccination, bientôt aussi au niveau des tests antigéniques. Et ça, c'est, on va dire, une place fondamentale au niveau du groupement. Donc, mais pas que le côté métier. Il y a aussi le côté commerce, parce que forcément, on doit aussi vivre sur le côté commerce. Et donc, le groupement doit aussi apporter une performance pour pousser justement le pharmacien à être auprès du comptoir, auprès de ses patients. Donc, s'il y avait 3 mots à dire, ce serait performance du groupement pour justement faciliter le travail du pharmacien comptoir, donc c'est-à-dire prendre tout le back-office. C'est la formation du pharmacien, et là on doit être ultra pro, parce que le pharmacien il n'a pas droit à l'erreur. Comme tu dis, quand on discute ensemble à Gilles, on dit là c'est un peu, on doit avancer, on doit tous aller dans le même sens et être pro sur les missions actuelles, mais aussi sur les prochaines missions. Et donc, ça veut dire aussi qu'on doit être, en tant que groupement, un accompagnateur dans les missions actuelles et aussi dans les futures missions que pourront avoir les pharmaciens à l'avenir. Donc, ça a été effectivement la dernière année un travail un peu titanesque, de manière à ce que le pharmacien puisse optimiser son temps. Et on voit très bien aujourd'hui que le pharmacien est un peu usé aussi, comme les autres professionnels de santé, par tout ce qui arrive. Et donc, on doit le soutenir par tous les moyens possibles. Voilà. Donc, Laurent, toi, comment tu as organisé ton groupement? Qu'est-ce que tu as apporté à tes pharmaciens pendant cette année très particulière de 2020 et puis pendant toute cette mutation? Alors, pour cette année particulière, ce qui était important, à mon sens, c'était c'était d'être au rendez-vous. C'était la force d'un groupement, c'était pouvoir mutualiser les choses et pouvoir faire en sorte que les pharmaciens ne manquent de rien, ne manquent pas de masques quand on avait besoin de masques, ne manquent pas de gel quand on avait besoin de gel, pouvoir acheter les tests antigéniques en nombre pour pouvoir approvisionner, pour être prêt le jour J, dès qu'on avait le go des autorités pour pouvoir les faire, bien sûr les accompagner pour la formation, mais c'est d'abord le propre d'un groupement, c'est ça, c'est se réunir ensemble pour avoir une force et pour pouvoir acheter ensemble, se bagarrer, parce que tu te rappelles Gilles et Alain, quand on s'est bagarré pour les masques, quand il faut aller en Chine chercher des containers alors que l'État français n'est pas capable d'en trouver, et bien voilà, il faut se bagarrer et ça, on peut le faire que
au niveau d'un groupement. Hein. Malheureusement, un pharmacien individuel est un peu diminué s'il essaye tout seul de se dépatouiller dans la situation qu'on a connue. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout ce qui est, comme l'a dit Jean-Baptiste, tout ce qui est back-office, essayer donc de faciliter les choses pour que le pharmacien se lance dans ces nouvelles missions. Que son appétence pour ces nouvelles missions ne soit pas gâchée par toute la partie administrative qui est des fois ubuesque, hein, qu'on nous met dans les pattes et qui décourage certains de nos confrères. Je pense notamment au CIDEP. Hein, voilà. Donc, nous, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est une plateforme qui permet donc aux pharmaciens, voilà, le patient prend rendez-vous sur cette plateforme numérique et cette plateforme est directement connectée au CIDEP, ce qui fait que c'est le patient qui remplit directement le CIDEP et il n'y a pas besoin de faire de double saisie. Hein, voilà. Donc, ça, c'est un gain de temps énorme et c'est ce qu'on va essayer aussi de mettre en place pour la vaccination Covid et pour le CIVAC, pour que nos confrères ne nous disent pas, eh bien, je ne vais pas dans cette mission parce qu'il y a trop de freins, il y a trop de contraintes, notamment administratives. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la force du groupement. Et puis enfin, le troisième point, je pense, pour un groupement, ce qui est important, c'est fédérer ses adhérents et créer une émulation et montrer, voilà, qu'il faut aller vers ces nouvelles missions, ouvrir la discussion entre les adhérents et créer une marche positive vers ces missions pour amener le plus d'adhérents possible dans ces nouvelles missions pour qu'ils puissent les faire dans la plus grande sécurité d'une part, dans le plus grand professionnalisme d'autre part, et avec la plus grande rentabilité aussi parce que c'est important économiquement. Et toi, Alain, spécialiste des containers et des avions, c'est ça? Alors effectivement, on a été au début de la guerre des masques, Gilles. Tu sais que les groupements ont beaucoup poussé et quelquefois on ronge notre frein dans la sortie des textes, dans l'évolution. On en parlait tout à l'heure par rapport à la vaccination. C'est vrai que si les groupements n'avaient pas été là, je pense qu'on n'aurait pas vu un masque. Hein. Et tu sais très bien qu'en ouvrant la route de la pharmacie, avec les syndicats et notamment les groupements, on a pu importer des millions de masques et aujourd'hui, il y a des réseaux qui sont ouverts et c'est plus un problème d'acheter des masques. De la même façon, ça paraît facile d'acheter de la solution et du gel hydroalcoolique, mais si on se replonge un an en arrière, c'était la pénurie totale. De la même façon, il a fallu organiser l'importation et l'évolution et la recherche sur les tests. Et là, moi, tu sais que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je crois qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de vaccination, mais on devrait accélérer sur les tests salivaires antigéniques. On nous fait encore croire une belle histoire comme quoi les prélèvements salivaires, ça ne pourra aller que vers la méthode PCR. Non, c'est faux. Dans beaucoup de pays ont réussi, à Taïwan, en Corée, ils ont commencé aussi en Grande-Bretagne. Et je crois qu'il faut accélérer très vite. Et là, je profite de cette tribune, Gilles, pour que vous, syndicats, vous puissiez porter haut et fort ce dossier. Parce que je suis persuadé, comme la vaccination, que dans 15 jours, un mois, on va nous dire vite, vite, il faut faire des tests salivaires antigéniques, c'est beaucoup plus pratique et on pourrait, là encore une fois, on parle aux étudiants, on pourrait rouvrir les universités, les écoles, les restaurants, reprendre une vie sociale, sportive, culturelle et qu'est-ce qu'on attend? On a l'impression qu'on favorise certaines corporations, il y a des intérêts particuliers et on s'aperçoit au bout de 15 jours, 3 semaines que l'intérêt général n'a pas été pris en compte et qu'il faut vite prendre une solution pour apporter effectivement ces solutions au niveau des patients. Donc je redis haut et fort, et tu l'as souligné tout à l'heure, ces fameuses réunions intersyndicales avec les groupements et l'ordre, on fait avancer les choses. Donc c'est là, vraiment le rôle des groupements a été majeur, et tu le sais, en 2020 et continue à l'être en 2021. Alors je ne vais pas redire ce qui a été très bien dit par mes deux confrères au niveau de la formation, de l'accompagnement des confrères, bien évidemment. Mais il y a quelque chose qu'on a mis en place, alors au niveau de Fédergie, mais au niveau de mon groupement, c'est la réflexion de l'interprofessionnalité,
Et là, on peut pas effectivement critiquer des combats corporatistes et pas ouvrir la voie, ouvrir les bras aux autres. Et tu le sais, le credo de Fédergie, le credo de mon groupement Optifarm, c'est au travers des applications de pouvoir fédérer l'interprofessionnalité. On ne peut pas faire une belle évolution de la pharmacie demain si on n'est pas capable de discuter instantanément avec le médecin, l'infirmière, le laboratoire d'analyse. Donc, pour moi, ce qui est majeur et ce que les groupements ont apporté ou vont apporter, c'est l'interprofessionnalité, fédérer l'interprofessionnalité autour du patient et non autour de structures administratives beaucoup trop lourdes. Et si aujourd'hui on a un sujet à porter en commun, c'est l'interprofessionnalité autour du patient grâce aux outils numériques. Et on a les outils, c'est pas demain, c'est aujourd'hui on pourrait les mettre en place et ça nous permet de nous rapprocher avec les autres professionnels de santé et de pouvoir œuvrer dans l'intérêt général. Et de la même façon j'espère, on l'a fait pour les tests, qu'on va le faire pour la vaccination Covid et d'autres vaccinations demain. Donc pour moi, c'est un rôle important qu'ont joué les groupements, que vont jouer les groupements, et surtout dans l'accompagnement et l'accueil des jeunes pharmaciens et bien évidemment des étudiants aujourd'hui qui, peut-être dans les jours qui viennent, seront appelés à vacciner. Merci Alain. Moi, je voudrais, j'ai bien entendu, c'est vrai que si on veut faire des nouvelles missions, il faut dégager du temps. Parce que le pharmacien, s'il fait le tiers payant, s'il s'occupe des achats, et pendant qu'il fait ça, il n'est pas avec son patient en train de faire un test antigénique. Effectivement, le rôle du groupement, c'est d'optimiser tout ce qui est charge inutile et qui n'apporte pas une plus-value dans l'entreprise. C'est-à-dire mieux organiser le back-office, le soulager, et c'est vraiment ça qui est un rôle essentiel aujourd'hui, parce que si les pharmaciens ne sont pas organisés comme ça, ils n'arriveront pas à remplir et à dégager du temps pour les nouvelles missions. Vous avez là un rôle essentiel, au-delà d'ailleurs de la formation, parce que et ce que vous avez dit, c'est-à-dire de mobiliser et de donner envie de faire. Et ça, le groupement aussi, à travers sa dynamique, crée une émulation entre confrères, permet de rassurer ceux qui sont un petit peu toujours un peu attentifs, on va voir, mais je suis pas pressé, etc. Bien aussi d'avoir cet effet d'entraînement et à travers la formation, bien de rassurer et de mobiliser un certain nombre de personnes. Et je voudrais, avant de parler d'une autre question et de l'avenir, c'est de dire quand, vous savez, parfois il faut faire des choix, et les choix, on n'a pas la fenêtre de tir, elle est très étroite. Il faut pas la rater. Moi, j'étais outré de voir des modèles des 20 heures ou des 13 heures à un moment de grande écoute dire voilà le nouveau modèle économique de la pharmacie. Vous aviez le déballage d'une pharmacie qui faisait 1000 mètres carrés avec des panneaux rouges, verts, fluo, etc. Et voilà. On disait en gros, si t'es pas comme ça, demain t'es mort. Pour moi, c'était une insulte à la vision du métier de pharmacien que l'on se faisait. Et donc, quand on est confronté à ça, il faut être capable de mettre un coup de barre du bon côté, de reprendre le cap qu'on a décrit en début de table ronde et de dire on est d'abord professionnel de santé. On rentre dans une pharmacie, on rentre dans un espace de santé, pas un commerce de proximité. Ça ne veut pas dire pour autant que l'activité commerciale, qui correspond à des médicaments conseils, à de l'apparat, qui est plus ou moins développé en fonction de sa situation, est à proscrire. C'est pas ça le débat. Et c'est de dire que l'image du pharmacien, c'est d'abord un professionnel de santé qui travaille avec le médecin, qui travaille avec l'infirmière, qui travaille avec l'hôpital, et c'est pour ça qu'il y a une pharmacie qui est réglementée, il a le monopole des médicaments, qu'il a des règles d'installation, et il n'y a pas de capitaux extérieurs. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, et c'est ce qui nous a permis de relever ces défis et d'avoir la confiance des patients, parce que voilà, rentrer dans un truc où on rentre avec un caddie, ça n'inspire pas forcément confiance pour aller faire un test antigénique. Et donc, à un moment, il fallait donner le coup de projecteur vers ce qui fait
la pharmacie clinique, l'essence de notre métier, et la loi ASAP a été un moment fort. D'ailleurs, vous nous avez énormément aidés pour empêcher eh bien l'ubérisation de la profession. Et là, c'était des moments stratégiques. Il fallait pas se tromper, hein, parce qu'une fois que vous êtes embarqué du mauvais côté de la montagne, vous y êtes. Hein, et après, pour rattraper le coup, c'est compliqué. Et on voit bien qu'on a bien fait. Quand on a fait ça, il n'y avait pas encore la crise. Et on voit qu'à travers la crise, ce choix stratégique était extrêmement important. Et je sais, et vous en remercie, j'en profite, vous avez énormément contribué à nous aider à avoir une voie unie pour empêcher cette tentation de banaliser les médicaments et de banaliser la pharmacie. Alors, maintenant, voilà, on est à la fin d'un mandat, à la fin d'une vie conventionnelle, hein, puisqu'on arrive à l'anniversaire de la convention. Donc après, on va repartir sur 5 ans de négociations, de discussions, à la fois sur le modèle économique et à la fois sur l'évolution du métier. Vous avez parlé beaucoup du diabète. Bien, le diabète, ça y est, on ouvre le chantier de l'accompagnement des patients diabétiques. Avec l'assurance maladie, on ouvre le chantier du dépistage du cancer colorectal, on est sur le chauffage tabagique, voilà, on est déjà en train de réfléchir, de travailler, pour pas perdre de temps pour les prochaines échéances. Alors, moi j'aimerais vous entendre et que les pharmaciens vous entendent sur ce que vous aimeriez, vous, voir comme priorité pour les prochaines années. Qu'est-ce qui vous fait aujourd'hui, qui vous manque, en disant Pétard, là ça avance pas assez vite, j'aimerais bien qu'on arrive sur ce sujet. Donc, me dire un petit peu ce que vous avez envie de prioriser et que vous avez envie de porter à travers vos responsabilités dans vos groupements. Alors, on va commencer par Laurent. Est-ce que ton micro est ouvert? Super. Oui, oui. Oui, donc écoute, merci Gilles de me donner la parole sur ce sujet qui est extrêmement important. Alors, bien entendu, personne ne peut lire dans le mar de café pour savoir quel sera l'avenir de la pharmacie dans 5 ans, mais en tout cas, si on peut continuer sur cette dynamique avec une pharmacie clinique qui est dans le cœur de métier, faire de la pharmacie vraiment le premier maillon de la médecine de ville, hein, voilà, que le patient, quel que soit son besoin, qu'il soit préventif, hein, avec la vaccination, hein, parce que la vaccination, on va bien entendu faire la vaccination Covid, mais à mon sens, il faut qu'on fasse tous les rappels vaccinaux. Hein, je ne vois pas pourquoi on s'arrêterait à la vaccination grippale et à la vaccination Covid. Donc, la pharmacie doit être le point d'entrée, donc préventif, des patients, donc à la fois vaccinal. On parle des tests. Il y a les tests Covid, mais il y a plein d'autres tests, hein, des TROD qu'on pourrait mettre en place. Hein. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut que nous fassions. Et il y a quand même un point quand même qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est notre cœur de métier qui est la dispensation de médicaments. Et dans cette dispensation de médicaments, il y a quand même 2 ou 3 zones d'ombre qu'il faut quand même éclaircir. Je pense notamment aux biosimilaires. Hein. Tu sais, Gilles, que c'est un peu mon dada, mais voilà, donc on donne aux pharmaciens plein de nouvelles missions qu'il remplit avec brio, mais sur son cœur de métier à lui, on lui refuse quelque chose qui coule de source, hein, puisque les biosimilaires, tu sais très bien qu'à l'hôpital, on substitue l'argananu. Et quand le patient revient en ville chercher son traitement, on nous explique qu'on n'est pas assez intelligent pour substituer le biosimilaire qui a déjà été substitué à l'hôpital. Donc voilà, donc il y a un moment, il faut aussi allons dans de nouveaux territoires, allons vers la pharmacie clinique, mais soyons maîtres aussi chez nous, hein, et la maîtrise de notre art, c'est aussi et avant tout la dispensation du médicament. Et en ça, bah, les biosimilaires, c'est aussi un relais de croissance pour nous. Parce que là, on s'en est très bien sorti, hein, grâce à toi Gilles, grâce au travail de tous. Hein, économiquement, on a eu des relais de croissance très forts cette année, hein, qui ont permis de gommer tous les effets néfastes de la pandémie. On a eu la vente des masques, les tests, la vaccination, hein, qui vont vraiment avoir un impact très positif sur l'économie. Mais la pandémie, et heureusement, va s'arrêter. Et donc, quand on n'aura plus ces relais de croissance-là, il va nous en falloir en trouver d'autres. Et d'autres qui soient
à la hauteur de la rémunération que ceux-là nous ont donnée. Hein. Donc, on va couper des moteurs, donc il faut absolument en allumer d'autres. Hein. Et moi, je pense qu'il faut allumer les bons moteurs, et les biosimilaires, c'est un moteur extrêmement puissant. Hein. C'est l'avenir du médicament, et donc il faut qu'on soit vraiment au cœur de cette problématique. Ok, merci Laurent. Jean-Baptiste, toi, qu'est-ce que tu vois comme priorité pour toi et vis-à-vis de ce que tes adhérents te disent? Écoute, moi, ma priorité en tant que pharmacien, mais aussi pour mon groupement, c'est le patient. Voilà, donc ça, c'est clair. Alors effectivement, on ne peut pas forcément prévoir l'avenir. Par contre, on voit quand même des signes annonciateurs. Et les prochains signes annonciateurs, c'est que cette crise sanitaire va forcément retarder de futurs diagnostics dans des pathologies graves comme le cancer. Et c'est déjà le cas, de toute façon, on le voit bien au quotidien, ou d'autres pathologies comme le diabète. On est en train effectivement de se concentrer sur cette pandémie, et c'est tout à fait logique, mais instinctivement, on délaisse certaines pathologies actuellement. Donc moi, je vois très bien à peu près le scénario se dérouler comme suit, c'est-à-dire on va sortir progressivement de la pandémie, mais par contre, on aura sûrement l'arrivée d'autres pathologies qui existaient préalablement, mais qui vont se développer de manière accrue. Et donc là, il y a un virage pour le pharmacien. C'est-à-dire, et là, c'est transformer l'essai, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, il va falloir forcément aller chercher le pharmacien pour dire, mais il n'y a pas que la vaccination, il y a aussi les autres pathologies. Donc, il y aura le diabète. Donc là, tu me rassures, effectivement, parce que les syndicats travaillent déjà sur ça, bien sûr. Mais donc, il y aura effectivement le cancer. Il va falloir se former, aller au-delà de ça pour accompagner ces patients. Il y a aussi un thème qui me semble très important, c'est l'autonomie de la personne dépendante, donc personne âgée ou dépendante, pour qu'elle reste le plus longtemps à son domicile. Et ça, c'est un enjeu majeur des prochaines années avec le vieillissement de la population. Et ça sera un axe avec peut-être la livraison à domicile ou autre aussi, fourniture de matériel médical. Et c'est un axe majeur, en tout cas, de développement pour la pharmacie au bénéfice des patients. Donc, en fait, je pense que au niveau, je te parlais tout à l'heure de tremplin, c'est un tremplin, mais il va falloir aussi que le pharmacien donne du rythme. Parce que derrière, on va aussi lui donner de plus en plus de charges parce qu'il y aura de plus en plus de travail par rapport à ces retards de diagnostic que l'on voit actuellement en pleine crise sanitaire. Donc, on va devoir rattraper le train. Voilà, si on veut donner une nouvelle image. Voilà comment je vois l'avenir du pharmacien, comment je vois l'avenir aussi des patients. Donc, ça veut dire attention danger. Notre métier ne s'arrête pas qu'à la fin de la pandémie, mais c'est plutôt le début d'une autre histoire qui va s'écrire derrière. Merci Jean-Baptiste. Alain, toi qui as toujours des idées, qui n'arrêtes pas de dire on n'anticipe pas assez, vers quoi tu veux qu'on aille rapidement? Ton micro est coupé, Alain. Il faut que tu remettes ton micro. On t'entend pas. Je vais te relancer si tu veux. C'est bon? Je vais te relancer. Ouais, on t'entend. Vas-y, Alain. Oui, Gilles, c'est pas pour reprendre le contre-pied de ce qui a été dit auparavant. Bien évidemment, tout ce qui est dépistage est majeur et tout le travail que vous avez fait, que tu as fait en particulier au travers des conventions, est primordial par rapport aux nouvelles missions. Et effectivement, ce qu'on peut entrevoir au travers du dépistage du cancer colorectal, éventuellement du dépistage du cancer de la prostate et beaucoup de vaccinations au-delà de la grippe et du Covid. Je pense qu'effectivement, il faudra peut-être que le pharmacien s'approprie l'ensemble des rappels. Ça a été dit et je crois que c'est majeur. Par contre, moi, il y a quelque chose où je te rejoins dans l'analyse, c'est que là, on parle beaucoup métier. On a raison de parler métier parce qu'on est focalisé métier. Mais je crois qu'il faut, si on veut vraiment gagner notre place, s'inscrire dans la durée, il faut absolument préserver le maillage. C'est ce qui fait la force aujourd'hui. Pourquoi les gouvernements reviennent ou viennent vers la pharmacie, c'est qu'ils s'aperçoivent de notre force majeure du maillage vis-à-vis de la population.
Et on préserve pas le maillage comme ça en claquant des doigts. On préserve le maillage par l'indépendance de la pharmacie. Et effectivement, je te rejoins, si on avait dû aller au chant des sirènes il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, on ne parlait que des chaînes en France. C'était le modèle mondial, il fallait faire des chaînes en France. Et il y aurait des chaînes aujourd'hui, il n'y aurait pas le maillage, ça c'est clair. Donc je crois qu'effectivement, lorsqu'on combat la loi ZAP et on a fait partie, on a combattu ensemble il y a juste un an, hein, au mois de février et mars dernier, on a expliqué que le système des plateformes et Amazon, c'était pas le système de la pharmacie française, et on a eu raison, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on parle entre nous, on est dans notre bulle de la pharmacie, mais si demain, le prédateur qui s'appelle Amazon, qui est en train de faire des tests dans beaucoup de pays, que ce soit au Japon, que ce soit aux États-Unis, ça pourrait être dramatique pour la pharmacie. Donc, deux chantiers pour moi importants. Préserver le maillage, ça veut dire que préserver l'indépendance de la pharmacie. Il faut absolument y réfléchir pour nos jeunes pharmaciens, puisque eux, demain, ils seront à la tête d'entreprises pharmacie. Et deuxième chose, comment préserver le monopole? Parce que là, on a montré notre capacité, notre côté indispensable pour apporter des solutions de service. Mais certains l'ont dit auparavant, on ne vit pas que de services, il faut vendre aussi des produits conseils. Et il faut donc garder ce monopole au sein de la pharmacie. Et effectivement, il y a un projet qu'on mène au niveau de Fédergie, c'est comment on pourrait organiser le parcours de soins, comment on pourrait effectivement rembourser l'OTC sur certaines pathologies qui paraissent majeures, d'autant que les mutuelles aujourd'hui, qui sont les payeurs, vont réfléchir pour se différencier, puisque suite au 100% santé, tout le monde rembourse tout ce qui est orthodontie, tout ce qui est audition, tout ce qui est optique, mais les mutuelles, les payeurs vont vouloir se différencier, vont vouloir innover, et effectivement, c'est important que certains patients, certains clients demain puissent retrouver dans leur prise en charge des produits dont ils ont l'habitude. Je prends un exemple récent, l'homéopathie, qui a été déremboursée le 1er janvier. Il y a beaucoup de gens qui sont utilisateurs d'homéopathie. Ils ont envie de retrouver et de pouvoir soigner l'homéopathie. Donc je sais et je crois savoir que plusieurs payeurs, plusieurs mutuelles, plusieurs assureurs sont en train de mettre cela au point. Et donc, on a un formidable outil en pharmacie grâce à l'informatisation que l'on a, de pouvoir instantanément rechercher les droits du client, regarder ses droits, de pouvoir lui dire, monsieur, vous êtes à telle mutuelle, vous avez tel droit et vous avez droit à telle prise en charge dans un panier de soins qu'il faut réfléchir. Donc, je crois que c'est un chantier qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble, qu'on mène ensemble pour pouvoir pérenniser la pharmacie. Voilà un petit peu la prospective que je pourrais faire pour les 3-5 ans qui viennent. Au-delà, je ne m'aventure pas. Mais tu as raison, sur le dernier exemple qui est le premier recours. On a un débat aujourd'hui sur dégager du temps médical, donc de travailler sur les soins non programmés et ne pas encombrer les urgences. Est-ce que le pharmacien, à travers l'organisation de parcours de soins de premier recours, ne peut pas contribuer à éviter que les urgences soient encombrées par des personnes qui viennent juste chercher une prescription parce qu'ils n'ont pas eu accès à leurs médecins traitants et des médecins traitants qui ne peuvent pas accepter des personnes alors que leur planning de rendez-vous est complètement déjà surchargé, ils ne peuvent pas prendre 2-3 urgences. Voilà, c'est la cystite, c'est toute une série de protocoles que l'on peut mettre en place, y compris d'ailleurs des soins. Hein, quand on soigne quelqu'un qui s'est blessé dans la rue, ce n'est pas reconnu. Pourquoi? Pourquoi alors que le pharmacien est un secouriste, et il peut, aujourd'hui, il a son diplôme de secouriste et il peut prendre en charge ces personnes en le reconnaissant ce rôle. Voilà, et après l'orientation, si il ne pas de mettre un stéristrict, enlever aujourd'hui une pique, bah, l'écharde, ça nous arrive très régulièrement et on est toujours embêté parce qu'on ne sait pas si on va au-delà de ce que l'on doit faire. Et c'est très embêtant. Donc, autant protocoliser et autoriser de façon très claire ce genre de gestes de premier recours, plus tout ce que l'on peut faire sur les médicaments de conseil, mais à condition qu'ils soient pris en charge. Alors, nos amis étudiants,
Je ne sais pas qui c'est qui veut intervenir, les deux, hein. Vous faites comme vous voulez, Antoine et Valentin. Alors, vous, comment vous voyez, je dirais, cette évolution? Qu'est-ce qui vous paraît être le plus prioritaire? Bien sûr, le métier, mais également la formation, les études, l'évolution dans les études. Qu'est-ce que vous avez envie quel dossier vous voulez voir aboutir assez rapidement? Et quel chantier un groupe nous confier pour qu'on y arrive? Alors là, c'est une très grande question. Il y aurait énormément de choses à dire. Bon, on va pas paraphraser tout ce qui a été dit auparavant, surtout on est totalement d'accord avec toutes ces priorités-là et c'est important que ça se mette en place et ça va permettre d'ancrer le rôle du pharmacien dans la santé publique. Mais également, on a observé pendant la crise sanitaire que certains infirmiers se sont associés avec des pharmaciens pour faire des tests. Certains médecins, en termes de logistique, trouvaient ça plus facile de demander d'exploiter l'espace de la pharmacie pour réaliser des vaccins. On a vu qu'il y a une effervescence dans l'interpro qui est née avec la crise Covid et pourquoi pas à terme et dans un futur proche, parce que ça pourrait vraiment être bénéfique, imaginer des conventions entre certains professionnels de santé pour ouvrir finalement l'espace de vente de la pharmacie à comme un espace de coworking en fait entre les professionnels de santé et faire le lien pour les missions de premier recours et vraiment ancrer le pharmacien dans son rôle essentiel avec son espace de soins et son rôle de premier recours. Ça, c'est une de nos premières idées. Bien sûr, on rejoint la priorité pour les personnes en perte d'autonomie. Aujourd'hui, les personnes en perte d'autonomie, c'est un petit peu de la cuisine pour les prendre en charge. Elles n'ont pas la chance d'avoir une prise en charge luxueuse comme tout patient lambda, si on peut simplifier les choses comme ça. Rien qu'en termes de compréhension, pour la transmission de nos conseils, c'est très difficile pour certaines personnes qui sont handicapées. L'accès à la santé pour certaines personnes âgées, l'accès à la prévention, on l'a vu également avec les tests Covid, avec l'accessibilité aux vaccins Covid. Les personnes âgées, par exemple, qui avaient du mal à se déplacer, étaient demandeurs en fait pour avoir accès à ces missions-là à l'officine. La MAD, c'est pareil, c'est un enjeu qui est pour nous une priorité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est coordinateur d'une contribution avec 12 autres filières de santé sur le sujet de l'autonomie et qu'on continue notre chemin dans ce sens. Et enfin, pour que tout ça, pardon, puisse avoir du vent dans la voile, il faudrait bien sûr que ce soit intégré comme il le faut dans notre cursus universitaire et qu'en fait, que l'ensemble des pharmaciens comprennent les enjeux des nouvelles missions actuelles pour qu'ils puissent ensuite nous les expliquer en stage ou alors à l'université. Actuellement, on se rend compte que comme tout le monde ne comprend pas l'objectif de toutes ces missions, on a le sentiment que ça cafouille encore un petit peu, si je peux m'exprimer ainsi. Antoine, je ne sais pas si tu voulais compléter. Non, non, mais du coup, tu as tout dit. Juste l'élément essentiel, en fait, pour les étudiants, c'est quand même, enfin, ça reste et ça restera la formation. À partir du moment où tous les acteurs auront pleinement conscience de toutes les nouvelles missions, de comment s'en saisir et de comment se les approprier, bah, ça sera gagné, en fait, parce qu'ils arriveront à le transmettre aux étudiants. Et à partir du moment où ils transmettent aux étudiants, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, Gilles, en fait, les étudiants actuels, c'est les pharmaciens de demain. Nous, notre rôle, c'est, enfin, comme le dit notre slogan, hein, c'est d'accompagner aujourd'hui les pharmaciens de demain. Donc à partir du moment où on aura réussi à faire comprendre qu'il faut se saisir des entretiens pharmaceutiques, des biens parties de médication, etc., et d'arrêter d'être dans le théorique et juste le théorique, et ben les étudiants seront formés et enfin ça ira. Ça ira. Après, effectivement, comme tu l'as dit, Valentin, il y a plein d'enjeux dans les prochaines années. Donc, les priorités qui ont été évoquées là, c'est effectivement des priorités indispensables pour la NEP. Et si je peux en rajouter une, ça serait vraiment le déploiement de la prévention. Enfin, actuellement, on est au mois de mars, du coup, c'est mars 2, donc la prévention du cancer colorectal. C'est typiquement le genre de mission enfin, le pharmacien pourrait très bien être un distributeur de kits de dépistage. Et ça permettrait peut-être de sensibiliser plus de personnes, de les toucher plus facilement et surtout de soigner un cancer, enfin, en tout cas de détecter un cancer et de soigner le plus rapidement possible.
Parfait. Alors moi, je vais vous dire les miennes de priorité. Bon, pas vous étonner, elles vont rejoindre les vôtres, donc je vais essayer de pas redire. Mais pour nous, le premier chantier, c'est d'organiser la sortie hospitalière, de récupérer le maintien à domicile et le matériel médical. Pas que le lit, hein. Nous, c'est la pompe à insuline, c'est la perfusion, c'est l'appareil à pression positive continue pour traiter l'apnée du sommeil. C'est toutes les nouvelles techniques qui nous échappent aujourd'hui parce que derrière, les prestataires captent l'ordonnance et détournent l'ordonnance. Pour nous, c'est vraiment un chantier d'avenir et sur lequel, bien sûr, je sais que les groupements, vous y avez déjà travaillé, vous avez même parfois vous-même organisé des structures pour aider les pharmaciens qui veulent s'investir dans le matériel médical. Il va falloir qu'on y aille ensemble. Parce que quand on veut reconquérir cette activité, il faut proposer un service de qualité qui soit équivalent, voire meilleur, et on peut le faire à ce que proposent les prestataires sans aucune difficulté. Moi, je pense que c'est un chantier extrêmement important où les groupements ont un rôle très très important à jouer. Également, la dispensation à domicile et la préparation des doses administrées. Quand on fait des bilans de médication et qu'on s'aperçoit que le patient n'est pas observant, lui préparer un pilulier pour relever le défi du grand âge et de la perte d'autonomie, c'est un enjeu majeur. Et là aussi, avec les groupements, il y a un rôle à jouer justement pour mettre à disposition des outils permettant de le faire et de le faire pour toutes les tailles d'officine. La préparation des doses à administrer. Bien sûr, moi, je compte sur vous pour le défi des nouvelles missions et de l'accompagnement du patient. On a vu la première année où on a fait les AVK, il y a eu pratiquement 14 000 officines qui se sont formées et qui ont fait des entretiens. Et après, il y a eu le coup d'arrêt en raison des chicaillas et des difficultés d'organisation, de paiement de ces entretiens. Là, ça y est, c'est fini. On n'est plus sur un mécanisme de ROS, on est sur un mécanisme qui est un mécanisme de paiement à l'acte. Une fois que le parcours est fait, on est payé dans les 5 jours. Et donc là, on est en train de mettre les anticancéreux oraux en route. Donc là, on a besoin de tous les groupements pour former et accompagner les pharmaciens, rappeler les bilans de médication, rappeler derrière les entretiens AVK, AOD et asthme. Et là, si on travaille sur le diabète, c'est un volume de patients très très élevé. Et donc, il faut vraiment que les pharmaciens, il n'y ait pas que 1000 pharmaciens qui fassent des entretiens. Sinon, pour les infirmiers qui le feront à long terme. Là, on a besoin de toute la dynamique et la structure des groupements pour avoir un effet d'entraînement pour les pharmaciens. Bien sûr, tout ce qui est prévention, dépistage, sevrage tabagique, aussi, et à travers vos structures que le coup d'accélérateur est au rendez-vous. Puis avec des étudiants, on est en train de travailler sur le DES, sur la 6e année, pour justement que le stage en officine se fasse sur une durée plus longue et nous permette de faire de la recherche en soins primaires en pharmacie. C'est-à-dire que les stages, les thèses nous servent à dire, ben voilà, on a fait une expérimentation ou une évaluation dans un secteur avec 2-3 facs pour regarder comment on pouvait prendre en charge un patient qui avait une crise de cystite, comment on a évalué ces prises en charge, est-ce que c'était bien, est-ce que ça a amélioré, est-ce qu'il faut encore regarder le parcours pour voir quels sont les points qui peuvent poser encore un problème et d'associer la faculté, les études pour faire de la recherche en soins primaires, comme sont en train de faire les médecins généralistes à travers les stages de médecins qui sont dans les cabinets de généralistes. Donc, moi, je voulais vous remercier parce que voilà, c'est très agréable de travailler avec vous toute l'année, depuis plusieurs années. Voilà des échanges qui sont directs, des échanges qui se font de façon régulière, qui permettent sans arrière-pensée d'échanger nos idées, d'avoir une vraie vision globale de ce qui se passe en pharmacie. Et pour nous, syndicats, c'est une richesse extrêmement importante parce que ça nous permet à la fois
d'avancer dans le bon sens et d'être sûr que si on réussit l'essai, eh bien que vous puissiez être, en ayant été associé à l'initiative de ces projets, eh bien, de les porter de façon beaucoup plus efficace. C'est comme ça qu'on organise une profession. Chacun à sa place, ordre, groupement, syndicat, étudiant, mais chacun complémentaire et dans un objectif commun, c'est de faire progresser cette profession et de rendre ce diplôme attractif pour les jeunes et de voir cette filière officine devenir le premier choix des étudiants en pharmacie. C'est partie des objectifs à faire et vraiment aussi de faire progresser l'enseignement dans la faculté. Je sais que voilà, la pharmacie clinique fait partie des priorités d'un plus grand nombre de facultés et c'est très important parce que tout le monde se rend compte que ce métier de pharmacien est un métier indispensable pour la future organisation du système de soins de demain. S'appuyer sur les pharmaciens, c'est une richesse et sur laquelle il ne faut pas gâcher, d'autant plus qu'on a de plus en plus de déserts médicaux et des difficultés avec d'autres professions. En tout cas, merci de tout le temps passé ensemble pendant toutes ces années de réflexion. Et puis, on va remettre ça pour les 5 prochaines années. C'est l'engagement que l'on prend. Et voilà. Et encore bravo parce que vous avez contribué à aider des pharmaciens à passer cette année 2020 avec le moins de difficultés possible. Et qu'est-ce que c'était pas facile? Qu'est-ce que c'était compliqué? Merci parfois des risques que vous avez pris pour nous aider à réussir ces défis. Et on en a d'autres. Hein. Merci à tous. Bon courage pour la suite et à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.